Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, place au débat dans Soir Info Week-end. Nous revenons dans un instant sur ces manifestations contre la mesure la plus controversée de la proposition de loi sécurité globale, l'article 24, adopté la nuit dernière en première lecture à l'Assemblée nationale. Texte qui pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, atteinte à la liberté d'expression et à l'état de droit pour les uns. Volonté de mieux protéger les forces de l'ordre, répondent les autres. Nous en discutons avec nos invités, puis nous reviendrons tout à l'heure sur, du côté de la crise sanitaire, l'attente et les espoirs que suscite la prochaine intervention du chef de l'État. Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi soir. Les commerçants espèrent entendre qu'ils pourront rouvrir très bientôt. Et plus généralement, les Français attendent d'eux de savoir dans quelles conditions ils pourront célébrer les fêtes de fin d'année, s'ils pourront les célébrer. Entre attente, crainte et espoir, nous en discutons avec nos invités tout à l'heure. On revient donc sur ces manifestations dans plusieurs villes de France aujourd'hui contre l'article 24 donc, du projet de loi sur la sécurité globale. Le texte a été adopté, je vous le disais. Article qui soulève la contestation parce qu'il fait craindre une dérive autoritaire et un musellement de l'information par le pouvoir en place. On va d'abord entendre Quentin Bérichel, notre journaliste, qui a suivi aujourd'hui le cortège à Paris. Et puis on en discute ensemble sur ce plateau. Ils étaient plusieurs milliers à se mobiliser ici, place du Trocadéro à Paris, pour dénoncer cet article 24 sur la proposition de loi sur la sécurité globale. Cet article, je vous le rappelle, qui vise à interdire la diffusion de toute image, d'un visage ou tout élément pouvant identifier un policier lors d'une intervention. On retrouvait plusieurs groupes, des syndicats de journalistes d'abord qui avaient appelé à la mobilisation ce samedi, mais aussi d'autres groupes, des groupes politiques, des féministes, des collectifs contre les violences policières ou encore des gilets jaunes qui avaient rejoint le mouvement. Tous dénoncent un texte qui porte atteinte aux libertés fondamentales, un texte qui a été adopté vendredi à l'Assemblée nationale mais qui reste encore très controversé, notamment par la défenseure des droits Claire Hédon qui demande le retrait pur et simple du texte, le jugeant totalement inutile. Cette mobilisation qui a été encadrée par des forces de l'ordre, un dispositif élargi, impressionnant des forces de l'ordre tout autour de cette place du Trocadéro avec des canons à eau pour les forces de l'ordre et notamment beaucoup de véhicules de CRS et de policiers. Alors cette mobilisation, elle s'est passée dans un calme plutôt apparent durant plusieurs heures, même si quelques échauffourées ont eu lieu en fin de manifestation lors de la dispersion, avec notamment quelques canons à eau envers les manifestants et quelques poubelles brûlées. Une manifestation qui s'est terminée aux alentours de 19h. Voilà, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag SoirInfo. On en revient donc à cet article 24. Pourquoi pose-t-il problème ? C'est moi qui commence à répondre. J'imagine que vous avez des choses à nous dire là-dessus. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que là, on arrive à un stade où c'est plus tolérable. Il y a un moment où il ne faut quand même pas perdre la boussole. Nous sommes un pays démocratique. Évidemment que la police mérite d'être protégée. Elle assure notre propre protection. Il faut lui assurer sa propre protection. Mais ce n'est certainement pas le moyen d'y parvenir. Autorisé, parce que je vais vous expliquer juridiquement pourquoi, par cette mesure législative, la police à intervenir en dehors de tout œil public, et notamment surveillance des journalistes, c'est le pire service qu'on puisse rendre à la police de notre pays. Car elle sera nécessairement suspectée de faire des choses illégales. Elle sera encore moins considérée, son autorité sera encore plus contestée et nous aurons partout dans les banlieues, il y en a déjà trop, des gens qui vont donc casser du flic. Il faut rétablir l'autorité de la police par montrer le fait qu'elle est absolument exemplaire. Et c'est pour ça qu'il faudra continuer. Image à l'appui. Mais il n'y a que ce moyen. Il n'y a que ce moyen. Alors, j'ai beaucoup à dire parce que je peux vous expliquer que nous avons dans la loi les moyens, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une volonté politique de donner des moyens à la justice et au parquet de poursuivre sur les réseaux ceux qui utilisent les photographies ou les films de policiers dans lesquels ils sont identifiables pour les menacer, les montrer à la vendetta privée. Parce que ça, on a déjà les moyens. Il y a déjà un article dans la loi de 81 qui protège l'anonymat des policiers qui sont soumis, qui sont particulièrement exposés. Et il y a un délit de provocation aux crimes et délits qui existe depuis toujours.
Et qu'il suffirait de poursuivre à chaque fois que sur les réseaux. Mais il faut se donner les moyens. Il ne faut pas avoir un parquet. Je termine juste parce qu'il faut qu'on comprenne bien que malheureusement, dans notre pays, comme on ne donne pas les moyens à l'État régalien d'assurer la sécurité, on empêche la liberté de tous les autres citoyens. C'est-à-dire qu'une immense majorité, mais ça vaut pour tous les autres sujets, ça vaut pour le terrorisme, ça vaut pour même, à mon avis, pour la crise sanitaire, on empêche tous les citoyens parce qu'on n'a pas les moyens de faire la sécurité à l'égard de ceux qui la mettent en cause. Donc, si vous voulez, là, on arrive à un point et il y a une unanimité. J'entends bien que c'est un débat politique et qu'il faut montrer qu'on protège sa police et que ça suffit, etc. Mais ce n'est pas la solution. Alors, je pourrais être plus technique sur les moyens de droit. Si on a le temps, peut-être après. Mais c'est peut-être pas inutile pour vos téléspectateurs. Bien sûr, je voudrais qu'on écoute juste avant ça, puisque vous l'avez évoqué justement, Gérald Darmanin, et puis on poursuit la discussion. Okay. Nous ne disons pas qu'on doit pénaliser quelqu'un qui pense dans sa tête « il faut tuer ce flic ». Ou ce serait bien de tuer ce flic, ou donnez-moi des informations pour que je puisse vous donner des informations personnelles pour tuer ce flic. Ça, c'est évidemment regrettable, mais c'est une pensée. C'est le fait de diffuser les éléments qui correspondent, par exemple, à cette personne qui, sur Facebook, dit « si vous avez besoin d'infos sur ce flic », et il met la vidéo du policier, qui, je suis prêt à démontrer ce message Facebook à qui le veut, il ne fait rien d'autre que, par ailleurs, de courir. Nom, adresse, etc. Venez en MP, en message privé, j'ai un fichier avec un petit smiley. Ça, c'est un élément matériel. Ce n'est pas dans la tête de la personne qui l'imagine, c'est un élément matériel. Et c'est bien cet élément matériel qui vient constituer le délit que nous souhaitons mettre en place. Pour ceux qui veulent les adresses personnelles de ces connards de flics, et même sans préciser ces connards de flics d'ailleurs, donnez-moi leur numéro de téléphone ou les coordonnées de leur femme ou leur mari, envoyez-moi un message en MP, je vous répondrai avec un smiley. Ben ça, ce sera plus possible. Et ben j'en serai très heureux. Alors, on entend bien la justification du ministre de l'Intérieur, mais là où son intervention interpelle, c'est qu'on s'étonne, c'est exactement ce que vous disiez. Est-ce que dans les faits, ce genre d'acte n'était pas déjà condamnés ou condamnables? Mais bien sûr qu'ils sont condamnés, condamnables. Le problème, le vice, et ça on ne l'explique pas, mais je vais vous l'expliquer, à partir du moment où la peine encourue pour ce délit de diffusion dans un but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique... Ou psychologique, comment l'a démontré? Psychique, c'est quand même une notion juridique très très aléatoire, des policiers, est puni d'1 an de prison. On autorise, parce que le code de procédure pénale l'autorise, à tous les policiers d'appréhender aussitôt. Donc, en fait, on va autoriser les policiers à intervenir aussitôt, que ce soit des caméras de télévision ou que ce soit des gens qui sortent leur portable. C'est vrai que tout le monde le fait maintenant, c'est sans doute contestable, pour dire, eh bien, les images que vous êtes en train de prendre ont vocation à être diffusées, à éventuellement être extraites d'un reportage télévisuel, et ensuite utilisées pour me nuire psychiquement. Donc, je suis en droit de vous arrêter et de vous mettre en garde à vue, parce qu'il y a une peine d'1 an de prison. Moi, ce que j'ai suggéré au moment où j'ai été interrogé par les parlementaires, au début de la semaine, en disant « enlevez la peine d'1 an de prison », parce que on enlèvera. Eh bien non, il paraît-il que le ministre de l'Intérieur a tout de suite dit « ah non, ça c'est impératif, ça, précisément pour la raison que je viens de vous invoquer ». Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est ça la mécanique. On va surtout en discuter. Philippe Sins, chef de service de police municipale dans l'Essonne. Tout ce que vous dites n'est pas faux, maître, loin de là, mais quand vous dites que si les policiers ne peuvent pas être filmés, ça attisera la haine, parce qu'on va les soupçonner d'eux, les images tronquées, retirées de leur contexte et diffusées en masse sur les réseaux sociaux, ça attise aussi la haine des policiers. Regardez ces barbares, ce qu'ils font à ce pauvre individu qui n'a absolument rien fait, qui vient d'égorger une grand-mère il y a 2 minutes, mais c'est pas grave, qui s'est rebellé, qui s'est recraché les figures. Oui, mais avec vous. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas quand un journaliste de CNews sur une manif va filmer la police. Le problème, c'est des images et des vidéos qui sont totalement retirées de leur contexte, avec des policiers filmés en gros plan, avec leur visage identifié. Mais donc la solution, c'est d'interdire de prendre ces images. Ça paraît radical. Pour éviter qu'elles soient montées de façon malveillante. D'un côté, si vous voulez, nous, par exemple, pour avoir une caméra piéton, on a beaucoup parlé, il faut remplir des dossiers à peu près épais comme ça, 12 millions d'autorisations, on n'a pas accès nous-mêmes aux vidéos qu'on filme, ça doit être sur un fichier protégé, etc. Et n'importe quel voyou va provoquer les policiers, va les filmer comme ça, vous voyez, imaginez, toute la journée, voyez, hein. Et alors là, il y a un type qui se fiche de vous et qui vous fait comme ça tout le temps, toute la journée, comme ça. Ça arrive 10 fois par jour. À la fin, effectivement, psychiquement,
psychiquement, pour les policiers, c'est insupportable. C'est insupportable. Et après, votre photo, elle est sur les réseaux sociaux, elle est... Bon, tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Et quand vous allez faire vos courses le week-end en banlieue, bonne chance. Eh, on te reconnaît, toi. Voilà. C'est ça le problème. À la limite, ça serait flouté. Vous savez, les policiers, ils n'ont pas grand-chose à cacher. De toute façon, on est sur la voie publique. Donc, si un policier commet vraiment une vraie infraction, une vraie bavure sur la voie publique, il est fort peu probable qu'il n'y ait pas 10 témoins qui vont pouvoir le dire, voire même ses propres collègues. Et pourtant, certains vous diraient que ces images ont permis de mettre en lumière certains dysfonctionnements, certains débordements, que se sont permis certains policiers. Évidemment, tous les policiers n'y cèdent pas. Pendant les Gilets jaunes, contre les manifs, la manif contre la réforme des retraites, il y a des images qui ont permis de souligner des actes commis par des policiers qui n'auraient pas dû. Donc c'est aussi que ces images ont parfois un rôle utile. Oui, mais c'est pas que c'est inutile. Mais même George Floyd, même si ça n'avait pas été filmé, on serait quand même. Où est la nuance? Où est-ce qu'on place le curseur entre la liberté de la presse, la liberté des individus qui sont dans la rue avec leur et la sécurité des forces de l'ordre? Parce qu'il est évidemment question que les forces de l'ordre puissent être protégées. Parce que pour que CNews ait bien compris ce qui est proposé, c'est que à partir du moment où vous feriez des reproductions, des films en direct, c'est-à-dire que vous seriez en direct et que vous filmeriez la manifestation et éventuellement les interventions de police, à partir du moment où une de vos images permet d'identifier un policier, elle tomberait sous le coup de la loi. Donc de fait, pardonnez-moi, mais ça sera ça le résultat. D'où la profession des journalistes qui s'opposent. Oui, mais la diffusion, bien sûr qu'elle n'est pas soupçonnable de vouloir nuire à l'intégrité. Mais c'est l'utilisation qui en sera faite éventuellement. Il y a un point clé, c'est la question de l'intention de nuire. On ne peut pas se douter que des journalistes aient l'intention de nuire à des policiers, c'est la différence. Oui, sauf qu'ils vont intervenir en disant vos images ont vocation à être diffusées, à être prises éventuellement, exactement montées comme vous l'avez dit, et utilisées exactement. Donc moi, ce que j'incrimine, c'est l'image que vous êtes en train de prendre qui me rend identifiable. Donc je suis en droit de l'interdire. Mais pardonnez-moi, mais c'est comme ça que ça se passera. Mais on reverse le paradigme. Le problème, c'est que des policiers... On l'a vu notamment cet été, l'autorité de l'État se fait attaquer, des maires se font attaquer, des officiers de police se font attaquer, des pompiers se font attaquer. Il faut les protéger, il faut que l'État montre un acte fort. Je suis d'accord avec vous, juridiquement, c'était peut-être pas nécessaire d'en arriver à ça, mais ça permet de poser un acte fort en montrant l'État est derrière ses policiers, on vous protégera dans votre vie quotidienne. Parce que quand vous êtes policier, et monsieur l'a rappelé, heureusement que l'État est derrière ses policiers, et heureusement que tous les citoyens sont derrière leurs policiers. C'est pas ça la question. Maître, vous avez dit en début, on peut présupposer que des policiers, mais dans 99,99% des cas, les policiers font leur boulot, ils sont contents de le faire, ils ne vont pas commettre des exactions. C'est-à-dire qu'on ferait cette loi, on l'annulerait pour uniquement des cas qui concerneraient 0,01% des policiers. Alors excusez-moi, je voudrais reprendre l'exemple que vous venez de... Parce qu'il faut raisonner. On imagine que la loi est applicable. Quand est-ce que le policier est en droit d'intervenir pour interdire les prises d'images? Lorsque vous êtes confronté à des individus, on va dire, peu recommandables, qui vous provoquent et vous filment avec leur portable, parce que ce qui est quand même fou, maître. Donc il y a un critère. Non, je t'arrête déjà à ce stade. Il y a un critère d'individus peu recommandables qui seront donc identifiables et qui autoriserait à ce moment-là la police à intervenir. Mais quand est-ce que tout d'un coup elle se dirait tiens, celui-là il devient recommandable et je le laisse filmer? Maître, on va être naïf sur la manifestation, vous savez très bien. On va pas être naïf. Il y a des gens qui Maître, si je suis, je sais très bien. Si je suis sur une intervention, n'importe quel petit loupard de banlieue avec un casier judiciaire long comme le bras, ultra provocateur et haineux, peut me filmer avec son portable, mais si moi je le fais alors que je suis une autorité constituée, en uniforme, à la limite on pourrait me le reprocher. C'est normal, vous avez la vidéosurveillance en permanence. Pas forcément. On est toujours filmé. Pas forcément. Non mais juste, moi je veux dire un mot. Un policier a moins de droits de filmer. Dire un mot dans ce débat, si vous le permettez. Que n'importe qui. D'abord, le groupe communiste est l'un des groupes qui s'est opposé à cette loi et à cet article. Comme ça a été dit, d'abord cet article ne protège en rien les policiers. Et nous sommes confrontés à deux problèmes de fond auxquels cet article ne répond pas. C'est vrai ça, ne protège en rien les policiers? Mais je vais vous dire pourquoi, si vous permettrez. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez très bien démontré tout à l'heure, il y a une forte défiance, voire des propos haineux vis-à-vis de la police. Et c'est sur ça qu'il faut intervenir. Et se poser la question, pourquoi on est arrivé à une telle rupture dans certains quartiers
chez certains jeunes, dans certaines populations, à une rupture avec la police. On l'a beaucoup dit sur effectivement le non-respect de l'autorité, ça repart à l'éducation et tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas le temps d'en revenir aussi loin? Ça ne va pas résoudre le problème maintenant. Je vais vous dire ce que j'ai déjà dit, il y a besoin d'autres dispositifs qui permettent de pacifier les relations, qui permettent de redonner une police exemplaire. Et puis l'autre aspect... Est-ce que la justice a un rôle à jouer là-dedans? Attendez, l'autre aspect qui est quand même en toile de fond, c'est qu'il y a eu des violences policières et qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Vous avez évoqué, mais vraiment, est-ce que certaines vidéos ont été utiles? Mais c'est le cas quand même de Cédric Chouviat à Paris, un livreur qui a été arrêté par la police, qui sous forme d'étranglement est décédé, et ça a été filmé. Et c'est une pièce. Et d'ailleurs, le procureur de la République, l'ancien procureur de la République, François Moulins, le dit, dans certains cas, c'est des pièces qui nous permettent d'enclencher une procédure judiciaire. Maintenant, comment on fait pour éviter les deux problèmes que j'ai évoqués? Pas en interdisant, en floutant les images. Premier problème, c'est comment on pacifie les relations entre la police et une certaine population. Évidemment, déjà, s'il y avait plus de policiers sur le terrain, revenir à une police de proximité, avec des îlotiers, plutôt que de transférer ça aux collectivités à travers la police municipale ou à travers des boîtes privées, déjà, on aurait plus de dialogue entre la police et la population. Vous savez que dans mon arrondissement, le soir, il n'y a que 2 véhicules de police pour 150 000 habitants. Voilà. Donc, première chose, remettez des policiers sur le terrain. Deuxième chose que j'ai portée à plusieurs reprises au Conseil de Paris, l'idée du certificat, du récépissé de contrôle d'identité qui est déjà utilisé en Angleterre. Et qui... ça, dans les faits, les forces de l'ordre vous disent alors tellement de choses. Pourquoi on veut mettre la vidéo sur les gilets des policiers? Pourquoi on ne fait pas un récépissé? Et pourquoi on n'est pas dans le dialogue? Mais vous voulez alourdir les tâches administratives des policiers alors qu'ils sont déjà alourdis par les tâches et qu'ils doivent passer plus de temps sur les terrains pour attraper les délinquants. Et puis vous dites... Pas du tout, c'est déjà expérimenté en Angleterre. C'est déjà expérimenté en Angleterre. Vous dites un point, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une rupture entre une partie de la police et une partie de la population? C'est avec des discours comme le vôtre. C'est parce que vous insinuez que les policiers, en fait, sont responsables de violences policières, mais c'est absolument pas vrai. C'est absolument minoritaire. Vous prenez un acte minoritaire pour faire croire qu'il y a une généralité, une oppression généralisée. Combien de personnes ont perdu un œil pendant les manifestations qu'on a connues en début d'année? Est-ce que c'est normal dans notre République? C'est pas forcément des violences policières avec intention de... Et c'est pas l'intention de la police. Et puis il y a un deuxième point, c'est que la police, de toute façon, a une inspection de contrôle. Donc si par cas ils commettent un acte délictuel ou répressible, de toute façon, ils ont un contrôle interne qui permet de les sanctionner. La police est une des fonctions publiques les plus contrôlées, donc il ne faut pas laisser présupposer qu'ils seraient malveillants avec l'intention de nuire ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est à ce moment-là, en fait, vous avez renversé. La police est là pour protéger les Français, elle n'est pas là pour nuire aux Français. Je dis que cet article 24 ne règle en rien deux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui fait qu'il y a une distance entre la population et la police aujourd'hui. Donc, parce que en fait, l'argument, vous dites que j'ai renversé, mais qui a renversé l'argument? C'est le ministre de l'Intérieur quand il dit qu'il faut protéger les policiers. Oui, il faut protéger les policiers, mais il ne le fait pas. Et vous l'avez très bien expliqué. Au contraire, il met le doigt sur les policiers en disant « Oh là là, il faut flouter, donc il ne faut pas voir ce que fait la police. » Voilà. Donc c'est lui qui a renversé la règle. De fait, pardonnez-moi, j'entends très bien, et vous avez raison, les policiers ne sont pas que des gens qui font des brutalités. Et heureusement, mais dites-le, c'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, mais qu'il faut quand même identifier. Et moi, pour avoir eu des dossiers à l'IGPN, je peux vous dire que s'il n'y en a pas les images, on n'obtient jamais des preuves. Non mais attendez, c'est quand même une vérité. C'est juste qu'elles sont floutées. Ce qui est un fait, c'est qu'à partir du moment... Chacun de nous sur son portable ne peut pas flouter une image. À partir du moment du portable des gens. De la subjectivité, je voudrais juste rebondir sur ce que a dit votre invité, qui connaît bien la question. La subjectivité du policier qui se dira, celui-là qui me filme, il est patibulaire, il fait ça parce qu'il veut. Dans la réalité, ça paraît. Et tout d'un coup, celui-là, je vais le laisser filmer parce qu'à mon avis, vu sa tête, ce n'est que pour informer. Ce n'est pas toléré. Ça ne sera pas comme ça. Ils considéreront que cette loi, à partir du moment où il y a 1 an de prison qui est à la clé, les autorisera à appréhender. Et ils le feront systématiquement. Et pardonnez-moi, je termine. Le problème en France, il suffit de faire une peine d'amende. Il suffit de faire une peine d'amende. On ne peut pas interpeller la personne si c'est... Eh bien voilà. Vous venez de donner là. Et donc, de fait, on interdira à quiconque de filmer. Et ça se passera comme dans les pays qui sont loin d'être démocratie, où effectivement, l'œuvre de la police se fait toujours dans le secret. Et si qui que ce soit... et alors là, effectivement, les journalistes, ils risquent gros, viennent... Mais pardonnez-moi, c'est ça, on y arrive tout droit. Je suis aussi attaché que vous à la police. Et j'estime qu'il lui faut une immense
immense respect. Mais pour ça, il faut montrer qu'elle est exemplaire. Et l'autorité de la police ne viendra vous les comparez de la même manière que l'autorité d'un avocat. Mais vous savez, ça se résume à un combat à qui sera le plus fort sur le terrain. C'est ça que vous êtes en train de dire finalement. Je dis que ce n'est pas la bonne mesure. Pour info, les pompiers sont pas censés être des grands méchants et ils en prennent autant que les policiers. Hein. Donc, et les maires, les élus locaux, etc. Mais c'est pas tolérable. Et il faut appréhender. Et pour info, mais attendez, mais vous mélangez tout. Vous laissez entendre que nous accepterions que les maires, les pompiers Mais moi, je suis le premier à trouver ça absolument intolérable. Et qu'il y ait une dégradation des relations. Mais oui, mais attendez, il faut à vous entendre, on croirait que la police française, c'est la police chinoise qui intervient à la place Tiananmen. Il faut arrêter. Avec une mesure comme ça, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que c'est connu. Je vous dis simplement qu'il faut se donner les moyens à la police d'appréhender ces gens-là. Et ça suppose des moyens judiciaires, des moyens policiers, des moyens de contrôle et de surveillance de tout ce qui est sur Internet. Mais ça, il faut se donner les moyens. On en revient toujours au même en France, on a un problème de moyens. Non, puis c'est pas les revendications. Est-ce que c'est les revendications des policiers? Moi, ce que j'ai entendu, il y a un an, j'étais invité sur un média, sur une manifestation des policiers. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient du matériel pour se protéger. À l'époque, c'était les gilets pare-balles, c'était des armes qui soient adaptées. Et ce qu'ils demandaient, c'était plus d'effectifs pour être plus nombreux. J'entends aujourd'hui les débats sur les tirs de mortier dans certains endroits où des jeunes mettent des guet-apens, etc. En quoi le floutage va protéger des policiers quand ils exercent leur mission dans des cadres comme ça? En quoi, franchement? Donc, M. Darmanin n'est même pas dans l'actualité. Lorsqu'ils font leurs courses, avec leur famille. Et dans leur vie privée. Franchement. Mais ça existe déjà. On en a discuté en tout cas. Merci. On va se remercier Basile Adair. Merci beaucoup, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, spécialiste du droit de la presse. Merci d'avoir participé à cette première grosse partie de Soir Info Week-end. On vous laisse quitter ce plateau. On va terminer avec cette attente une nouvelle fois pour les Français suspendus aux prochaines annonces d'Emmanuel Macron. Oserait-on dire même que nous sommes pleins d'espoir quant à un possible allègement des mesures sanitaires en place. Le chef de l'État doit s'exprimer mardi, 3 semaines après avoir reconfiné la France. Il devrait présenter sa stratégie de sortie progressive du confinement. Alors à quoi pouvons-nous nous attendre? Élément de réponse avec Ariane Polaert. Depuis près d'une semaine, les chiffres de l'épidémie diminuent. L'Élysée planche sur une stratégie de déconfinement. Des dérogations de déplacement à l'occasion des fêtes sont à l'étude. Permettre de passer Noël en famille serait une priorité. En revanche, peu de tolérance serait prévue pour le 31 décembre. Dans tous les cas, le chef de l'État devrait adresser une nouvelle fois un message de responsabilité aux Français avec un rappel des gestes barrières. Également sur la table, le passage d'un confinement à un couvre-feu. Quid de la réouverture des petits commerces? C'est la question brûlante qui doit être tranchée dans les prochains jours. L'allègement pourrait aussi concerner les lieux de culte et les salles de spectacle au nom de la cohérence. Des protocoles sanitaires renforcés devront alors être déployés. Autre thèmes à aborder, la stratégie de tests massifs et d'isolement des cas contacts. Parallèlement, l'Élysée réfléchit déjà à la future campagne de vaccination. Et nous accueillons à présent sur ce plateau Alexia Germont. Bonsoir Alexia, vous êtes avocate. Maître Germont, vous êtes avocate, présidente du think tank France Audacieuse et adjointe au maire LR de Paris 15e. On attend donc ces annonces comme d'habitude, on ne va pas prospecter trop en avant. On a souvent dit voilà ce qu'on attend et puis on avait d'autres annonces ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a des commerçants notamment qui sont désespérés et qui, eux, espèrent bien pouvoir entendre des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous attendez des annonces du chef de l'État dans la semaine? Écoutez, déjà, on a des indicateurs qui sont assez positifs sur la région Île-de-France, sur Paris. Ce qu'on espère, c'est retrouver une économie qui tienne la route et qui marque pas le pas comme c'est le cas actuellement et comme ça a été le cas. On a énormément de gens qui sont sans emploi, qui ont été licenciés. Le printemps à Paris a annoncé la fermeture de 2 magasins. Vous avez beaucoup de petits métiers qui sont touchés derrière et des gens qui étaient déjà dans des contrats très précaires, des CDD, des contrats intérimaires, etc. Donc on est dans une situation où la pauvreté ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, j'ai lu des chiffres récemment où on annonce plus de 300 000 nouveaux pauvres en France. Donc il faut que ça reprenne. Donc voilà, moi je pense que ce qu'il y a besoin aussi, c'est un accompagnement de l'hôpital. Parce que si on a confiné, c'est parce qu'on a une saturation des services de réanimation. Et ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte
des leçons et des enseignements du premier confinement. Donc avec le groupe communiste au Conseil de Paris, on a fait adopter un vœu au dernier Conseil de Paris, qui a été voté d'ailleurs par la majorité des groupes, sur la volonté de se battre pour augmenter les moyens pour l'hôpital public, mettre en place des centres de santé pour permettre aussi d'avoir les premiers lieux de tests, de vaccination et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les tests maintenant, on sait qu'on les a, c'est l'isolement qui pose problème. Les nouveaux tests qui permettent à des médecins généralistes de les faire directement. Et ça, c'est vraiment un progrès. Et ça, il faut vraiment l'étendre un peu partout et pas être dans des files d'attente ou attendre 15 jours un résultat, comme on a connu avec les laboratoires. Voilà, bon, je pense qu'après, sur les commerçants, on est tous dans la préoccupation que ça rouvre à Paris. On en aura un en ligne dans quelques instants. Qu'est-il urgent d'annoncer pour vous? Écoutez, moi je vais surprendre mon voisin de gauche, qui est dans tous les sens du terme. Je suis extrêmement inquiet quand je vois qu'un État peut se permettre de bafouer les libertés fondamentales à ce point-là. Je suis désolé, la liberté d'aller et venir, c'est une liberté fondamentale. Empêcher quelqu'un de prendre son vélo pour faire 10 km tout seul, je vois pas bien le problème, vous voyez. On a l'impression qu'après ce virus, la Constitution n'existe plus. Voilà, je dirais pas plus. Moi, ça me fait bien plus peur que l'article 24, vous voyez. Parce que quand on arrive à ce point-là, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Pourtant, ça va dans le même sens selon certains, justement. Non, mais là, c'est bien pire. C'est bien pire. On a une liberté fondamentale de la République. Vous savez, j'ai mon ex-épouse qui est polonaise et me disait qu'on était plus libre en Pologne communiste. Alors, le Premier ministre polonais a conseillé aujourd'hui à son peuple de ne pas se déplacer formellement, conseillé de ne pas se déplacer pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Oui. Sur les annonces, est-ce qu'il faudrait annoncer pour redonner aussi de l'espoir, non seulement aux commerçants, mais aux Français plus généralement? Oui, parce que c'est plus large. Évidemment, la prise de parole du président de la République est attendue d'abord pour marquer le pas par rapport à ce qui a été loupé sur la sortie du premier confinement, loupé avec les tests, loupé avec les masques. Donc on ne va pas revenir sur le passé, mais on espère qu'il y aura là une politique du en même temps qui sera un peu plus adaptée. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre en pratique? Évidemment, on sait très bien qu'il y a une tension excessivement forte entre le sanitaire et l'économique et les commerçants qui, si on ne veut pas avoir une crise sociale qui soit vraiment là, demain, immédiatement, parce que les commerçants ont l'impression, et c'est plus qu'une impression pour certains, que finalement c'est le gouvernement, ce n'est pas le virus, mais que c'est le gouvernement qui les met vraiment entre le marteau et l'enclume. Donc il y a évidemment un certain nombre d'attentes très fortes sur les aspects économiques, mais il y a également sur la question logistique, avec quand même une bonne nouvelle, avec l'arrivée probable du vaccin. Il serait très difficile, à mon sens, pour le président Emmanuel Macron de ne pas présenter aux Français déjà, en tout cas, un panorama du champ des possibles sur l'organisation par rapport à la vaccination, à la campagne de vaccination. Est-ce que tous les Français ont envie de se faire vacciner? Non, mais ça, c'est gagné non plus. Ça, c'est un autre sujet. Certains ne vont pas prendre ça comme une lueur d'espoir. Non, mais on n'est pas sur une question de vaccination obligatoire ou pas obligatoire. On sait que ça n'a pas encore... Pourtant, il paraît que c'est sur les... Oui, mais ça n'a pas été tranché. Ça n'a pas été tranché. En revanche, il s'agit en toute transparence, et c'est là où on a besoin d'avoir à nouveau un débat sur la transparence publique, de pouvoir montrer justement ce qui est à disposition, selon quel calendrier, quels étages aussi du millefeuille territorial seront sollicités, puisqu'on voit très bien qu'il va falloir aller de l'impulsion étatique jusqu'au plus proche, certainement des mairies d'arrondissement, en tout cas pour ce qui concerne Paris, pour avoir un bon dispatch, une bonne cartographie finalement et toucher au plus proche l'ensemble des citoyens qui souhaiteront se faire vacciner. Et je rajoute, parce que c'est un prisme qui me tient à cœur, et je crois que pour une fois, il y a quand même des choses à annoncer sur ce front-là, c'est que ce sera l'occasion aussi de démontrer à quoi sert l'Europe. L'Europe n'est pas parfaite du tout,
Mais sur le volet sanitaire, il y a eu une amélioration considérable des pas de géants qui ont été faits et qu'on a un peu oublié de dépeindre ces derniers temps. Mais il y a une mise en marche quand même de l'Europe sanitaire très forte, notamment par rapport à la souveraineté européenne en matière d'accessibilité finalement au vaccin. Et quand je rappelle juste un chiffre, 1,815 milliard de doses ont été précommandées aujourd'hui par l'Union européenne pour environ 477 millions d'Européens qui seraient à vacciner. Voilà, on pourrait précision toutefois, l'Europe dit aussi attention à la France qui dépense beaucoup d'argent pour gérer cette crise. Et ça, on peut faire une émission entière sur le sujet, mais je trouve que c'est important de le noter. Ce qui a été dit tout à l'heure sur rentrer dans la proximité, je trouve que ce qui a fait défaut, c'est vraiment, depuis le premier confinement d'ailleurs, c'est de s'appuyer sur la proximité, sur les médecins généralistes, sur les centres de santé. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle était peut-être en capacité de vacciner 30 à 40% de la population parisienne, mais elle a annoncé autre chose qui est assez intéressant, c'est de remettre en place une direction de la santé publique à Paris et de mettre en œuvre dans les arrondissements, dans tous les arrondissements, et je crois que Philippe Goujon d'ailleurs a un vrai sujet sur un centre de santé que je connais bien dans le 15e, on a besoin de centres de santé, centres municipaux de santé, en accès libre, peut-être 7 jours sur 7, peut-être 12 heures dans la journée, et qui permettent justement en secteur 1, qui permettent vraiment de faire des consultations, des tests, de la vaccination. Et ça, on l'avait abandonné dans notre pays. Aujourd'hui, vous savez que le premier médecin des Parisiens, c'est SOS Médecins, et le deuxième, c'est les urgences. C'est pas normal. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Exactement. C'est-à-dire qu'en ruralité, vous avez un désert médical qui est vraiment problématique. Et puis, à Paris, c'est vrai que les prismes immédiats pour appeler un médecin ne sont pas ceux qui devraient être normalement accessibles. Un mot de William Tell, puis on aura Franck Provost en direct. Ce que doit apporter Emmanuel Macron, c'est un cap et de la lisibilité. Parce qu'actuellement, ce qu'on a depuis le premier confinement, c'est une forme d'incertitude. En fait, Emmanuel Macron, il incarne à la fois l'incertitude et l'insécurité. On ne sait pas quelles mesures on aura dans 2 semaines. On ne sait pas quel commerce sera ouvert. Et si par cas ils sont ouverts, on ne serait pas sous quelle égide. On a notamment vu des choses complètement absurdes. Des commerces ouvrir, notamment par exemple des stations-service qui n'avaient pas le droit de vendre certains produits. La FNAC qui n'avait pas le droit d'ouvrir un rayon de librairie, de la concurrence par exemple. Et tout ça, ça apporte de l'incertitude et de lisibilité. Donc pour ça, il doit apporter un cap, une lisibilité à la fois et une forme de stabilité. Parce qu'à chaque fois, c'est du stop and go. Et on confine, on met des mesures supplémentaires et puis ensuite on libère tout le monde. Donc les gens se contaminent de nouveau. Et puis après, on reconfine. Est-ce qu'on aura par exemple un 3e confinement si on continue comme ça? Moi je pense qu'il doit apporter de la stabilité, quitte à ce que ce soit dur pendant 3-4 mois jusqu'à l'arrivée du vaccin, mais au moins on aura une forme de stabilité. Ça l'est déjà pas mal, vous direz les Français. Oui, mais il faudra libérer à bout d'un moment. Ce que fait l'État, c'est qu'en fait, il contraint, il interdit de plus en plus, mais il ne protège pas les Français. On le voit notamment. Une partie du confinement n'est pas respectée dans certains endroits. Et les commerçants aujourd'hui vivent une forme de précarité et surtout une forme d'injustice. On traite les petits commerçants, on est fort contre les faibles et on est faible contre les forts. On supplie Amazon de reporter le Black Friday, mais par contre, quand c'est des petits commerçants, on leur tape dessus et puis s'ils ne respectent pas une ou deux, 3 décrets qui ont été pris la veille, ils se prennent une amende incroyable et ils sont obligés de fermer. On voit notamment le nombre de suicides augmenter auprès de ces pauvres personnes. Donc il doit apporter de la stabilité et un cap. On l'attend depuis le 14 juillet sur la question de la réinvention. Quelle est la France de demain ? Quelle est notre stratégie? Vous avez parlé de la question de l'Europe et de la relocalisation. On n'a toujours rien vu sur le niveau de la relocalisation. Au niveau de nos capacités industrielles et puis nos capacités de santé, il a peut-être annoncé un Ségur, mais à chaque fois c'est toujours avec des nouvelles idées, de nouvelles dépenses, alors que ce sont les Français à la fin qui vont payer l'addition. On va se tourner vers Franck Provost en direct avec nous par Skype. Merci beaucoup d'être avec nous sur CNews. Vous êtes le fondateur d'un réseau de salons de coiffure qui emploie 5000 collaborateurs. Mettez-vous, vous aussi, beaucoup d'espoir dans les prochaines annonces de l'exécutif. Oui, d'abord, bonsoir. Oui, on espère ouvrir le 27 ou le 28, au pire le 1er, mais c'est absolument nécessaire d'ouvrir. On ne peut pas rater ce mois de décembre. Ça fera 3 mois de fermeture dans l'année. C'est catastrophique pour tous les coiffeurs, toutes les petites entreprises, les grosses, et c'est un vrai souci. Alors que, comme le disait précédemment votre invité, dans la coiffure, le protocole était extrêmement bien respecté. On n'a eu aucun malade, rien, aucun cluster. Tout se passait très bien, quoi. Et là,
ce qui va être un peu difficile. On nous demande maintenant 8 mètres carrés dans chaque entreprise. Donc c'est assez compliqué. Mais il faut à tout prix réouvrir et on attend mardi avec impatience. On a entendu ces dernières semaines la colère des restaurateurs qui ont déploré s'être adaptés à chaque fois à ces nouvelles mesures sanitaires qu'on leur demandait et finalement se sentir totalement pénalisés. Eux ne sont pas assurés, il n'est pas question de rouvrir pour l'instant les bars et les restaurants. Vous évoquiez vous-même ces 8 mètres carrés. Il y a des salons de coiffure, des petits commerces qui là aussi seront traités très injustement parce qu'ils n'auront tout simplement pas la surface possible pour pouvoir adapter ces mesures sanitaires. Est-ce que vos salons de coiffure, par exemple, eux, pourront tous rouvrir si c'était le cas? Oui, bien sûr, on va réouvrir, mais bon, ça demande, effectivement, on doit prendre moins de clients en même temps. Alors, quelquefois, on a des équipes aussi, donc on va essayer de faire différentes équipes pour pouvoir ouvrir, avoir une amplitude horaire beaucoup plus importante. Également d'ouvrir le dimanche, mais ça encore, c'est soumis vraiment par les préfets, donc il faut... Alors, c'est des promesses, mais il faut vraiment qu'on obtienne ces ouvertures, cette amplitude horaire. Donc après, ça engendre aussi des heures supplémentaires, plein de choses qui aujourd'hui, on nous dit, bon, vous allez pouvoir le faire, mais on n'en a pas la certitude. C'est un coût supplémentaire pour vous, j'imagine. C'est-à-dire non seulement une perte d'un chiffre d'affaires de l'autre, et puis des pertes à venir, un coût supplémentaire pour adapter ces mesures. C'est ce que vous nous dites ? Absolument. Donc on demande évidemment une exonération des charges sociales et patronales sur les heures supplémentaires et puis que les préfets nous disent vraiment on peut ouvrir le dimanche parce que souvent c'est soumis aux maires et tout, donc ça doit partir du gouvernement qui doit faire ces annonces. Sinon on aura certainement beaucoup de problèmes pour ouvrir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur l'antenne de CNews. Merci, bonne soirée à vous Franck Provost. On l'évoquait à l'instant, 8 mètres carrés demandés aux commerçants. Quand, donnons l'exemple du métro parisien, il n'y a clairement pas 8 mètres carrés autour de chaque voyageur. Ça s'appelle le poids de mesure. Mais là, on voit très bien que pour un certain nombre de commerçants, quand vous avez une superficie de 50 mètres carrés, il y aura même une question à se poser pour certains d'entre eux. Est-ce que économiquement, ça vaut le coup de remettre en marche le commerce, de rouvrir, alors qu'on sait qu'on va être contraint en termes de chiffre d'affaires qu'on sera susceptible de faire rentrer. Donc, au-delà on voit bien que là encore, ça dépend selon la taille des commerces. Alors que précisément, par exemple, dans la coiffure, on sait très bien que depuis le début, il y avait eu un très grand respect des règles sanitaires et que ça soit déjà 4 mètres carrés permettait, on voyait bien que dans les salons de coiffure, il y avait le respect de ces jauges. Il faudrait aussi qu'on ait des éléments très précis et objectifs sur le processus de contamination. Parce que ces mesures, elles sont prises sans études, sans savoir pourquoi. C'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a un conseil scientifique qui conseille. Et c'est vrai que les médecins, alors on les a beaucoup entendus. Sans arrêt, les mesures changent et sans arrêt, les annonces changent. Donc il y a quand même un problème de fond. C'est qu'on se pose la question si on a vraiment mis les moyens pour mettre des professionnels, pour étudier là où il y a vraiment de contamination. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on entend dire, c'est que c'est souvent dans des lieux clos, c'est souvent dans la cellule familiale, c'est souvent quand on est très proche, mais franchement, quand on est chez le coiffeur, si je prends le cas du coiffeur, puisqu'on parle de ça, on n'est pas souvent en face à face. Si le coiffeur a un masque, si la personne a un masque, et s'il n'y a qu'une personne dans le salon de coiffure, je ne vois pas pourquoi on rajoute une norme de mètres carrés. Vous voyez ? Donc il y a besoin, nous, d'ailleurs, Anne Hidalgo avait demandé, on a auditionné le professeur Delfrécy vendredi dernier en exécutif avec les maires d'arrondissement, et on a demandé de rentrer aussi un peu dans la dentelle, de voir quelle population est le plus touchée, dans quel quartier. Vous voyez, c'est tout ça. Et ça, après, le chef de l'État, lors de sa dernière intervention, avait dit qu'il n'était exclu de leur côté de n'isoler que les personnes les plus fragiles. Eh bien malheureusement, peut-être que c'est une question aussi de liberté, mais dans les pays où on a isolé, c'est le cas dans les pays asiatiques, c'est là où finalement le virus a le moins frappé et c'est là où les mesures ont été bonnes. Moi, ce que je pense, c'est que l'erreur fondamentale, c'est qu'on n'a pas pris soin des malades, on ne les a pas pris en charge, on a renvoyé des gens chez eux. Et bien souvent, quand on renvoie les gens chez eux, ils contaminent la famille. Voilà. On a tracé sans isoler.
Exactement. Et il y a un point important, vous avez tout à fait raison. En fait, la démocratie, et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, le confinement et la question sanitaire est plus dangereuse en termes de liberté publique et liberté fondamentale que la question de l'article 27 qui concerne quasiment rien du tout. Parce qu'en fait, globalement, on a remplacé le Conseil des ministres par le Conseil scientifique et on a remplacé le Parlement par la conférence de presse de Véran, de Castex ou du 20h. Et ça pose un véritable problème parce qu'il y a plusieurs questions. C'est est-ce que le confinement est viable pour le pays? Parce que globalement, si on fait les calculs, on va revenir à un PIB au milieu des années 2000. C'est-à-dire qu'on va perdre... Emmanuel Macron était censé faire passer la France dans une grande modernité, il va nous faire perdre 15 ans de PIB. Donc on peut se poser une question dessus. Et c'est un choix collectif, en fait, qu'on doit assumer. L'arbitrage entre économie et santé, c'est pas Emmanuel Macron, Castex et peut-être Brigitte Macron qui doivent décider. Ce sont les Français qui doivent décider de leur avenir. Ils parlent de responsabiliser, mais ils ne nous laissent pas choisir, en fait, dans ces instants. À minima, même si on ne peut pas organiser de référendum ou de consultation, on peut à minima consulter le Parlement, on peut consulter les personnes indiquées. Les commerces sont fermés, mais on ne leur a jamais demandé leur avis, s'ils étaient capables de le faire ou pas. Et de toute façon, vous parliez des commerces, sur la question des commerces, mais les commerces, globalement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec toutes les règles de l'absurdistan macroniste, c'est qu'en fait, ils vont travailler uniquement pour payer des charges et l'assurance, les impôts et les taxes. Malheureusement, qu'ils vont avoir du mal à réouvrir. C'est surtout ça. C'est très compliqué. On voit bien. Et c'est pour ça que je pense qu'à minima, ce qu'il peut nous apporter, on n'attend pas des miracles de lui, c'est à minima de la stabilité à long terme. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 3-4 prochains mois? Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont avoir comme horizon pour au moins avoir une lueur d'espoir. C'est ce qu'il doit apporter. On est à l'approche de Noël, on peut espérer un cadeau, une lucidité de sa part. Alors, Jean Castex était en déplacement à Dijon aujourd'hui. Il a déclaré « Nous espérons tous, moi le premier, que dans quelques jours, vous pourrez retrouver une activité. » Il s'adressait aux commerçants, il était dans une librairie à ce moment-là. Même si cette activité ne sera pas tout à fait normale, on sent bien entre les lignes que l'exécutif ne veut pas un nouveau serrage de vis. Ils disent eux-mêmes vouloir éviter cette sortie trop rapide du confinement au printemps, sauf que les Français ont été chaudés une première fois. Aurons-nous des raisons d'avoir plus d'espoir dans ce qu'on pourrait entendre cette semaine et justement ce qui nous donnerait une lueur à l'avenir? Il faut quand même bien se rendre compte que c'est une responsabilité collective qui passe par la responsabilité individuelle. Mais qui est, d'abord, elle, remarquable. La majorité des Français. Oui, sauf que le premier déconfinement s'est fait dans la joie et la bonne humeur, sous le soleil d'été, et toute génération confondue, tout le monde était très heureux de reprendre ses marques pour les vacances, même si tout le monde a fait plus ou moins attention. C'est vrai que quand on a commencé à voir les chiffres qui réaugmentaient dès août, on s'est tous, quelque part, imaginé que ça passerait. Donc il faut aussi que chacun individuellement apprenne finalement, jusqu'à temps qu'on ait ce vaccin, apprennent à avoir cette course de fond. Aujourd'hui, c'est vraiment une course de fond. Et tant qu'on n'aura pas finalement le vaccin qui sera disponible pour tous, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'il soit disponible, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment dans la logistique de doses qui soient là pour d'abord commencer par les populations certainement les plus à risque, et puis ensuite pouvoir décliner à des niveaux avec une granularité plus forte. Donc le message d'espoir qu'on peut espérer de la part du président, c'est de l'humilité, je crois, parce que ça, on en a tous besoin, de la transparence, de la pédagogie, et puis surtout une perspective de sortie de campagne, finalement, avec ce déconfinement progressif, qui passera certainement par un couvre-feu. Et il faut que l'ensemble des Français aient en tête que cette période où on va avoir un peu de lâchage de l'Est autorisé par le gouvernement, c'est en fait un temps transitoire, parce qu'il est évident que s'il n'y avait pas les fêtes de Noël qui s'approchaient, on ne serait certainement pas dans ce calendrier. Si on n'était pas en décembre, avec les chiffres d'affaires plombés pour les commerçants, on aurait peut-être une durée de confinement un peu plus longue, le temps qu'on soit certain que les chiffres soient véritablement en déclin. Vous nous autorisez les fêtes de fin d'année comme on nous a autorisé l'été, c'est ce que vous dites? Je crois qu'il y a un cas de figure. Ça veut dire que mi-février, on se reconfine? Non. Ça, il y a un risque. Mais il y a un risque. Il y a un risque réel qu'il faut anticiper. Et pour éviter de se retrouver dans ce stop and go permanent, il faut aussi
s'auto-confiner individuellement. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de responsabilité qui fait qu'on va à l'essentiel, on lâche peut-être un peu plus, mais il faut être quand même très raisonnable parce que le virus est toujours là. Je pense qu'il y a une prise de conscience des Français aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis du gouvernement. Oui. Et pour regagner cette confiance, et même d'un point de vue sanitaire et scientifique, il faut aussi que le gouvernement, vous l'avez dit, soit transparent et tire les enseignements de ses échecs. Je pense notamment à la question de la réanimation. On le voit très bien, aujourd'hui, on a moins de lits de réanimation qu'on avait auparavant. Et l'engorgement en réanimation a posé un problème. Or, les premières manifestations sur les urgences datent de 2 ans. Avant la crise du Covid. La situation de nos hôpitaux est dramatique depuis plusieurs années. D'ailleurs, le président de la République... Pas que sous Emmanuel Macron. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que le président de la République se fait un plaisir à rappeler que ça date du gouvernement Hollande. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'a été mis. Dont il était membre. Dont il était membre, d'ailleurs. Mais rien n'a été mis. Et pour l'instant, rien n'est prévu. Et même dans la loi de finances. Donc, on a quand même besoin d'entendre aussi quelque chose sur l'hôpital, sur le personnel de l'hôpital. C'est pas uniquement une question de coût, parce que si c'est une question de coût, on serait champion du monde. On a vu l'évolution des dépenses de santé. En termes de PIB par habitant, on est champion du monde. En termes de dépenses publiques, on est champion du monde. Oui. Au niveau de l'État, il est inefficace. Et au niveau du système de santé, il est moins efficace que celui des Allemands. Il faut pas raisonner justement en termes d'organisation. Oui, c'est en termes d'organisation, en termes d'optimisation des moyens. Parce que de toute façon, en fait, il faut dire la vérité. C'est des gens qui vont payer. C'est toujours les mêmes, c'est la classe moyenne française, les petits commerçants qui se font matraquer. Il ne faut pas raisonner en termes de coûts, il faut raisonner en termes d'optimisation, d'innovation. Un exemple très clair qu'on connaît à Paris. L'Hôtel Dieu a une partie de ses urgences qui a été fermée. On a redéployé le personnel de l'Hôtel Dieu sur l'hôpital Cochin pour renforcer les effectifs Covid. Pourquoi on n'a pas embauché dans la période de avril à aujourd'hui et pourquoi on n'a pas renforcé les effectifs? Parce que déjà, il faut C'est un exemple concret. Non, mais il faut du temps pour former les gens, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas fan, vous l'avez entendu, d'Emmanuel Macron. La réponse de l'exécutif. Mais oui, ça met du temps. On n'a pas le personnel et que ça prend 7 à 10 ans pour... Mais avec des étudiants rien n'a été mis en œuvre. d'études... Mais ils le font déjà. Ils le font pour partie, mais ça ne suit pas par rapport à l'ensemble en fait, de l'écart qui s'est creusé au fur et à mesure des années. Mais il ne suffit pas... La seule chose, c'est qu'il ne suffit pas, à coup de plan de Ségur, d'annoncer des milliards qui vont être mis sur la table pour finalement, pendant la deuxième vague, voir que rien n'a avancé. D'où vient le chiffre magique de 400 000 morts annoncé par le président de la République? D'où vient ce chiffre? Je dis, c'est pas parce que vous me dites pas de confiance, etc. Enfin, pour moi, il gouverne par la peur. Hein. Ouais. Si c'était le cas, prenez une ville comme Le Caire. J'ai quelques contacts là-bas. Les gens n'ont pas de masque, ils sont les uns sur les autres. Il devrait y avoir des milliers de morts dans les rues. Ils sont où? Je dis pas que le Covid ne tue pas. Mais si on parle de complotisme, et 400 000 morts, c'est quoi? Ça sort d'où ce chiffre? Alors en fait, je crois que c'était une hypothèse du Conseil scientifique ou de l'Institut Pasteur. Oui, mais qui était basée sur une étude anglaise. On a vu notamment un point, c'est que l'Institut Pasteur notamment s'est trompé sur la question du confinement. Ils estimaient que les hôpitaux seraient saturés le 11 novembre, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un débat démocratique et avoir une commission. En fait, toutes les questions liées à la question sociale et la question démocratique devaient avoir lieu en septembre-octobre, ont été repoussées unilatéralement par le président de la République parce que notamment certains de ses anciens ministres devaient faire l'objet de procès. Et donc ces sujets ont été évités, mais ils vont revenir au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron doit amorcer, en tout cas à minima, et doit transmettre les informations nécessaires, parce que vous parlez de responsabilisation. Pour être responsable, il faut avoir les informations nécessaires pour choisir. Et pour l'instant, personne ne les a. Toutes les hypothèses, on ne les a jamais eues, en fait, sur pourquoi a été pris un confinement. On n'a jamais su quoi que ce soit. Il nous a juste dit, un soir, je vais parler à 20h, vous allez être confiné demain. Là où je serais peut-être un peu plus modéré... Votre télévision mardi soir. Voilà. Là où je serais quand même un peu plus modéré, c'est qu'on a eu une conférence de presse, en l'occurrence d'Édouard Philippe, qui avait été particulièrement pédagogique à un moment, où pendant 1h30, avec des slides assez explicatifs, en plein milieu du confinement, il avait fait un point qui était relativement étayé. Oui, mais il l'a viré. Il l'a viré pour mettre la personne qui a organisé le déconfinement foiré. Ça, on est d'accord. Mais j'essaye de trouver une lueur d'espoir au milieu des 9 derniers mois que nous avons passés. On va demander à un médecin s'il voit de l'espoir au bout du tunnel. Docteur Philippe Zerre, merci d'être en direct avec nous sur CNews. Vous êtes médecin généraliste et professeur associé à l'Université de Paris. Alors, par rapport à
à ce tunnel que nous traversons tous ensemble. Voyez-vous, vous, un espoir dans l'intervention du chef de l'État prévue pour cette semaine? On parle peut-être d'un retour au couvre-feu. Est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous, plutôt qu'un confinement? Oui, merci, bonjour. Effectivement, je suis plutôt optimiste. D'abord, il y a beaucoup de pessimisme, et puis optimiste parce que je trouve que dans mon cabinet général, ainsi que mes collègues, le nombre de patients présentant un coronavirus chaque jour a beaucoup diminué depuis 15 jours. Et c'est le couvre-feu qui a marché, parce que la baisse de nos patients constatés en médecine générale, qui est la première ligne, on est les médecins de premier recours, est assez ancienne déjà, juste après le début du confinement. Donc probablement que le couvre-feu est une bonne chose. Et puis le danger n'est pas tellement qu'il y ait des soucis. Le virus sera tout autant présent que lors du dernier confinement. Le virus sera aussi présent à la sortie de ce confinement-là. Il faudrait qu'on garde les gestes barrières. Je trouve que beaucoup de gens maintenant mettent le masque plutôt bien, au-dessus du nez jusqu'en dessous du cou. Les gens sont un peu plus raisonnables pour les... On s'éloigne plus, on fait attention à nous. Si on continue dans ce sens, un couvre-feu probablement, et puis en tout cas des gestes barrières, l'éloignement, faire attention quand on est avec d'autres personnes, ne pas se réunir à trop nombreux. Qu'on peut être optimiste. Et alors dans le même temps, pardon, je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on a tous porté le masque en extérieur avant qu'on franchisse ce pic de contamination il y a à peu près 10 jours, et finalement ça n'a pas empêché les cas de continuer d'augmenter. Est-ce qu'un virus ne peut pas peut-être simplement vivre sa vie parmi la population et puis redisparaître sans que finalement ni un couvre-feu, ni un confinement, ni des mesures drastiques imposées dans les commerces n'y puissent quelque chose? Le virus disparaisse? Non, je pense qu'il restera avec nous tout le temps, comme les précédents virus qui sont apparus, la rougeole ou d'autres. On a vaincu ces virus grâce au vaccin. Là, une autre lueur d'espoir, c'est bien sûr la vaccination. Le virus, il est là tout le temps. Quand on met des masques, ça nous protège, mais l'épidémie ne tombe pas d'emblée comme ça. Il faut du temps. Il faut du temps. Donc le vaccin, pour vous, c'est la principale piste d'espoir que nous avons désormais, même si on nous parle d'un vaccin qui va être mis sur pied beaucoup plus rapidement que tous ceux qu'on a connus avant? Oui, le vaccin est vraiment la porte de sortie unique. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Les épidémies précédentes de maladies graves ont été vaincues grâce au vaccin. On ne voit plus de polio. On n'a qu'à aller se promener dans les pays très pauvres. On verra des enfants qui ont la polio. La polio est partie grâce au vaccin. La rougeole, on en voit encore parce qu'on n'est pas tout à fait bien vacciné. Mais dans les pays bien vaccinés, on ne voit plus de rougeole. C'est vrai pour beaucoup de maladies. On oublie que les virus sont là tout le temps. On arrive à les vaincre. On se croyait invincible avant cette épidémie, parce que nos vaccins, et puis les traitements pour les maladies graves, étaient efficaces. Donc le vaccin, oui, c'est la porte de sortie, il n'y en aura pas d'autre. Faudra-t-il, selon vous, donc vacciner tout le monde ? Tout le monde, soit on l'oblige, soit on ne l'oblige pas. Mais plus il y a de patients vaccinés, moins on a de risques d'avoir des patients qui vont en mourir, 2%, donc c'est pas tant que ça, mais tout de même, beaucoup de patients sont malades et s'en sortent, mais sont malades longtemps. On oublie qu'il n'y a pas que les morts, les gens qui sont malades pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je suis des patients pendant 2 mois et demi, ils sont très très fatigués, pas bien, avant de retourner travailler en forme, mais limite. Ces vaccins, s'ils fonctionnent bien, et je l'espère, on va donner un petit peu de temps quand même pour que les études soient de bonne qualité, ces vaccins, s'ils sont comme ceux que l'on a pour les autres maladies, ça va changer la donne. Eh ben, tant mieux. Merci pour cette lueur d'espoir que vous nous confirmez, docteur Philippe Zerre. Merci d'avoir été en direct avec nous. On évoquait les chiffres. On va regarder les chiffres donnés, sortis ce soir, justement, sur l'état de l'épidémie en France. Vous le voyez, plus 276 décès ces dernières 24 heures à l'hôpital. Les hospitalisations, elles, sont en baisse, moins 510 en 24 heures. Pareil sur les réanimations, moins 73 en 24 heures. Ça aussi, évidemment, ce sont des chiffres qui donnent de l'espoir et qui laissent espérer un allègement des mesures sanitaires. Sur le vaccin, peut-être, faudra-t-il vacciner tout le monde? On parlait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait peut-être isoler, sensibiliser plus les personnes à risque. On pourrait ne vacciner que les plus en danger, ou est-ce qu'il faut obliger à vacciner? D'abord, il faut laisser la science travailler et aller jusqu'au bout pour avoir un vaccin qui soit valable et qui soit efficace. Ça, c'est la première des choses. On ne va pas se précipiter. La pression est énorme là et on sait qu'il se précipite. Oui, mais attention
attention aux faux espoirs aussi. Donc je suis optimiste sur la vaccination, mais il faut quand même... en 2021 ? Si, je pense qu'en 2021, on y arrivera. C'est ce que nous a dit d'ailleurs le professeur, et moi, professeur d'Efrécy, mais moi j'ai confiance en tout cas à la science. Je ne suis pas dans la défiance comme on voit aujourd'hui, et d'ailleurs avec le film Hold Up, là, qui défraie la chronique. Par contre, la question qui va se poser, c'est par quoi on commence ? Par qui on commence ? Et faut-il le rendre obligatoire ou pas ? Et ça a été dit, il faut que ça soit un débat démocratique. Il faut que ça passe par le Parlement. Il ne faut pas que ça soit décidé à l'Élysée simplement autour du bureau du président de la République. Voilà, moi je pense que là on a un débat qui correspond à des débats aussi d'éthique et de médecine et qu'il faut mener. Il faudra le temps de mener ce débat. Moi je pense que donc la maire de Paris s'est dit dernièrement qu'on pourrait être amené à vacciner entre 30 et 40% de la population parisienne et qu'elle était prête à s'engager dans une direction de la santé publique pour aider à cette vaccination. Moi je pense qu'on sait qu'il y a des sujets qui sont fragiles. Plus ils sont âgés, bien sûr, plutôt si c'est des hommes, plutôt s'ils sont exposés, etc. Donc, évidemment, il faudra peut-être d'abord mener une campagne sur ces sujets. Après, la question de l'obligation du vaccin ou pas, moi, je pense que ça doit passer par le Parlement et que ça doit être vraiment discuté avec les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, la question du respect des libertés. Mais il faut noter quand même qu'on avait des vaccins qui étaient obligatoires. Le DT polio était obligatoire pour tous les enfants, donc c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Philippe Sine, sur ces questions de liberté sur lesquelles vous vous inquiétiez tout à l'heure. Le DT polio est obligatoire pour les enfants, donc c'est des mineurs. Voilà, donc il serait bien d'arrêter de considérer que les Français sont des mineurs, parce qu'on a une espèce d'état nounou qui s'occupe un petit peu de notre... J'ai pas dit que j'étais pour l'obligation. Je sais bien. Le débat. Mais il y a malheureusement... Il y a des Français qui vont avoir peur de ça. Oui, mais il y a malheureusement suite à comment vous dire, à quand même des privations de liberté qui sont sans précédent et des mensonges et des trucs contradictoires depuis le début. Enfin, c'est quand même bureau. Je veux dire, hold up, excusez-moi, d'accord. On peut en discuter. Ah non, on va pas en discuter. Non, il nous reste 4 minutes 50. Il s'appuie sur ces contradictions-là. Donc il y a une énorme défiance, malheureusement. Si vous voulez, à force de mentir aux gens, ils voient des complots partout, y compris des faux complots qui cachent des vrais complots. Enfin, plus personne n'y comprend rien. Donc les gens ont peur. Ils ont peur des vaccins. On en revient à la transparence que prônait tout à l'heure William Tay. C'est tout le problème, c'est qu'à force de dire des choses contradictoires, de mentir, etc., les gens ont peur du vaccin plus que du virus. Bon, c'est très embêtant. Moi, je serais le premier à me faire vacciner s'il est fiable, mais c'est qu'il y a quand même une défiance qu'il ne faut pas... moi, je suis assez proche des gens, on va dire, normaux, entre guillemets. Énormément de gens disent, pas question de me faire vacciner. Voilà. Donc c'est embêtant. S'il y a une obligation de faire vacciner. Eh ben vous aurez une défiance. Je crois qu'il y a quand même deux niveaux sur lesquels le gouvernement est attendu. Il y a effectivement d'une part la question du débat au Parlement sur le caractère obligatoire ou non. Ce serait un signal évidemment normal et très fort de transparence et de démocratie qui serait à nouveau envoyé. Ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel il est impératif pour Emmanuel Macron de ne pas se louper cette fois-ci, c'est sur l'organisation de la campagne quasi militaire qu'il devra mettre en place pour la vaccination, même simplement volontaire. C'est-à-dire que quand on voit dans un temps extrêmement contraint les capacités d'organisation, de flexibilité, de travail en commun, de relations tout à fait transversales qu'il doit y avoir entre les différents niveaux de responsabilité. Là, il y a vraiment un travail à organiser. C'est pas parce qu'on va nommer un monsieur ou madame vaccin que ça simplifiera, enfin que ça va simplifier. En ce sens, la campagne de communication a commencé. On nous parle d'avions équipés pour transporter ce vaccin. Ça se jouera dans la proximité. Mais pour février et mars, au froid, c'est aujourd'hui que ça doit se déterminer. D'autant que, selon la typologie de vaccin que nous allons décider d'utiliser, ou la mixité finalement de vaccins que nous utiliserons au fur et à mesure du calendrier qui va se dérouler, les techniques logistiques derrière à déployer ne sont pas les mêmes. Si vous êtes sur la technique Pfizer ou Moderna, en tout cas Pfizer, vous avez besoin d'hypercongélateurs. Si vous êtes sur la technique Moderna, a priori Moderna a communiqué pour dire que ce n'était pas le cas. Si vous êtes sur Sanofi qui arrivera plus tard et avec une technique finalement vaccinale
qui est très connu des Français qui se font vacciner pour la grippe, contre la grippe, et qui peut-être seront plus rassurés parce que c'est plus connu. On sait très bien que entre juin et septembre de 2021, on aura aussi cette capacité-là d'utiliser à ce moment-là les capacités françaises de Sanofi. Donc on voit bien que là se jouent les 9 prochains mois, en fait. Et ce sont ces 9 prochains mois qui nous permettront ou pas d'avoir un hiver 2021-2022 normal ou quasi normal. Mais qu'au milieu du chemin, donc. Ça, c'est pas la lueur mais la politique s'est Non, mais la politique s'est anticipée et c'est la responsabilité du gouvernement qui est obligé. Et c'est pas William Tech qui va dire le contraire. Non, mais je partage votre avis. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir de la stabilité et une lisibilité en fait, sur le processus. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec vous. Première question, c'est quel pourcentage de la population faut-il vacciner pour bloquer la circulation du virus? En fait, toutes les informations nécessaires sur le virus doivent être débattues et dévoilées au public, notamment surtout au Parlement, pour qu'ils soient en capacité. Certains demandent depuis 9 mois. Pour qu'ils soient en capacité de choisir, parce qu'en fait, si on arrive, par exemple, on évoquait le chiffre d'immunité à 60%, 66%. Si on arrive volontairement à 66% des gens qui veulent se faire vacciner, on n'a pas besoin d'imposer une nouvelle règle normative venant d'en haut en disant vous êtes nuls, allez vous faire vacciner, de toute façon, on va vous expliquer comment faire. Donc à minima, il faudrait encourager et dévoiler plus d'informations. Et après, je suis d'accord avec vous, le but, c'est la question de la logistique. On a vu qu'on était défaillant sur la question des tests, la rapidité des moyens de transmission entre l'État et les différents échelons administratifs, et même entre les différents territoires. Donc Emmanuel Macron, je suis parfaitement d'accord avec vous, doit déjà préparer l'organisation territoriale et logistique du vaccin. Vous savez, sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités territoriales, aux maires, qui sont vraiment l'échelon le plus près de la population pour ce type de campagne. Vous voyez, on a eu le débat sur la police municipale et sur toute la police. Moi, je ne suis pas pour qu'on transfère des compétences de police régalienne, mais par contre, ce type de sujet, c'est vraiment un sujet de santé publique de proximité. Je suis obligé de répondre à ce que vous venez de dire. On ne transfère pas des pouvoirs de police régalienne. La police municipale a été créée sous la Révolution française. La police nationale a été créée par le décret du 23 avril 1941. Sous Vichy, en étatisant la police municipale. Le maire et le représentant d'État sur la commune a toujours eu en charge la sécurité publique. C'est dans le Code général des collectivités territoriales. Donc, s'il vous plaît, ne racontez pas qu'il y aurait une police d'État qui serait d'essence républicaine et on transférait ça sournoisement aux collectivités territoriales. Les maires sont représentants de l'État et ont en charge la sécurité publique et c'est dans les textes. Donc, avant 1941, la police nationale n'existait pas. Il n'y avait que la police municipale. C'est bizarre que vous défendiez à ce point une réforme du maréchal Pétain. Merci pour ce rappel. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Vous restez avec nous dans un instant. L'édition de la nuit présentée par Anne Maquignon. Édition qui revient notamment sur le verdict énoncé à l'égard de Jonathan Daval qui passera donc 25 ans en prison.